La science CQFD, Antoine Beauchamp. Ursula Le Guin nous a quittés en 2018, mais son œuvre continue de vivre et avec la parution de l'intégrale de son cycle de Heine, c'est une saga culte qui est enfin rassemblée en 2 tomes. De La main gauche de la nuit au nom du monde et forêt en passant par Les Dépossédés, l'autrice américaine de science-fiction Ursula Le Guin a tissé une toile narrative complexe d'une grande beauté littéraire et d'une actualité thématique brûlante. Réflexion sur le genre, féminisme, écologie, inégalité sociale, ce sont autant de préoccupations qui se dessinent subtilement dans l'œuvre-monde d'Ursula Le Guin. On tente aujourd'hui une prouesse, faire le tour de l'écumène en 58 minutes. Le tour des mondes d'Ursula Le Guin. Bonjour Catherine Dufour. Bonjour. Vous êtes écrivaine de science-fiction et ingénieure informatique. Vous avez préfacé le livre La main gauche de la nuit d'Ursula Le Guin paru aux éditions Robert Laffont en 2021. Bonjour Jérôme Vincent. Bonjour. Vous êtes directeur éditorial des éditions ActuSF. Vous avez publié 4 livres d'Ursula Le Guin. Bienvenue à vous deux et bienvenue à vous qui nous écoutez. Vous pouvez évidemment, comme chaque jour, retrouver tous les liens vers les articles qui nous ont permis de préparer cette émission sur le site de la Science CQFD, mais aussi sur notre compte Twitter ou X, @ScienceCQFD. Alors, Ursula Le Guin, c'est 21 romans, 150 nouvelles, 6 prix Hugo, 7 prix Nebula, 21 prix Locus. C'est une œuvre internationalement reconnue. C'est aussi une œuvre très atypique qui navigue entre les styles allant de la science-fiction à la fantasy en passant par l'essai, la poésie ou la littérature jeunesse. La collection Livres de poche a fait paraître, et c'est une bonne idée, en novembre 2023, l'intégrale de ce cycle de Heine, un cycle culte dans la littérature de science-fiction, dont nous allons bien sûr discuter longuement aujourd'hui. Mais avant ça, une petite question personnelle pour vous deux, Catherine Dufour, Jérôme Vincent. Est-ce que vous vous souvenez des premières lectures que vous avez faites des œuvres d'Ursula Le Guin et quelle place elle occupe dans votre panthéon personnel de la littérature de science-fiction? On commence par vous, Catherine Dufour. Moi, c'était Les Sorciers de Terre-Mer, donc c'est pas de la science-fiction, c'est de la fantasy, et j'avais trouvé ça absolument magnifique. Ça décrit, au-delà de l'écorce de fantasy, le pouvoir des mots. C'est un héros qui devient magicien en apprenant les vrais noms de chaque personne et de chaque objet existant autour de lui. Et c'est un livre que je recommande chaudement, aussi bien pour les petits que pour les grands. J'ai abordé sa science-fiction que plus tard. Et Le Guin est effectivement une de mes inspirations en tant qu'autrice de science-fiction, mais adulte. Parce que plus jeune, j'étais, il faut le dire, plus attirée par des littératures qui sont peut-être moins complexes, moins intellectuelles, mais toujours par des autrices de science-fiction comme Lee Brackett, comme Catherine Moore. Voilà, mais elle fait partie de mon panthéon d'autrices. Panthéon plutôt tardif, du coup, vous le disiez. Jérôme Vincent, même question. Est-ce que Ursula Le Guin a une belle place sur votre bibliothèque de science-fiction? Oui, elle a une très belle place. Alors moi, j'ai la chance d'avoir eu 2 premières fois. Une première fois adolescent jeune homme dans ma boulimie de science-fiction où j'ai lu la main gauche de la nuit. C'était un vrai émerveillement, mais comme je découvrais tout, c'était un magasin de bonbons. Donc je piochais dans toutes les œuvres et j'ai tous les auteurs et autrices. Et puis il y a quelques années, j'ai découvert les nouvelles et notamment un recueil qui s'appelait Pêcheurs de la mer intérieure. Et vraiment, ça m'a sauté aux yeux. Mais pourquoi avais-je mis un peu de côté pendant toutes ces années Ursula Le Guin? C'était vraiment génial, il fallait que je m'y replonge. Donc voilà, je m'y suis replongé une 2e fois avec bonheur et appétit. Alors, Catherine Dufour, vous évoquiez le cycle Terre-Mer, un cycle plutôt relevant de la fantaisie, écrit par Ursula Le Guin, qui est un peu le pendant fantaisie du gros bloc que représente le livre de Heine ou cycle de l'écumène dont on va discuter aujourd'hui. Ce cycle de l'écumène, c'est un des cycles de romans cultes en matière de science-fiction, je le disais. Il est difficile à résumer, à présenter de façon simple. On parle là d'une dizaine de romans, de plusieurs nouvelles. Est-ce qu'on pourrait expliquer déjà ce que c'est que ce monde de Heine et cette écumène, Catherine Dufour? Alors en fait, le monde de Huns, ce sont les Huns De qui... Heine, pardon. Les Huns, on peut dire les Heine, comme vous voulez. De toute façon, Je le fais à l'anglaise parce que c'est Heinisch, alors du coup je me Voilà. dis... ouais, Voilà, on va dire que c'est le Heinisch Cycle en anglais et l'écumène en français. Alors, c'est une ancienne civilisation qui a, fécondé des mondes.
dans diverses constellations. Et puis, on ne sait pas pourquoi, ils ont disparu, mais ces mondes-là ont continué à se développer, donc aussi bien les terriens que les sétiens, que d'autres gens sur Niveau, sur tout un tas de planètes. Et l'écumène essaye de recréer cette espèce de fédération. Donc l'écumène, c'est un peu l'Europe, c'est une fédération d'États. Alors, c'est pas vraiment une fédération politique, c'est plutôt une fédération à la fois commerciale et culturelle. Mais d'un autre côté, ils sont en guerre contre de vilains ennemis qu'on verra pas très souvent d'ailleurs. Donc, c'est l'histoire d'énormément de peuples répartis dans toute la galaxie. Et ce qui est intéressant, c'est que Ursula Le Guin essaye de nous faire percevoir ce que peut être une autre psyché que la psyché humaine, parce que fondée sur d'autres principes, comme par exemple dans La main gauche de la nuit, le peuple dont elle parle n'est pas genré. Qu'est-ce que ça implique dans leur relation quotidienne et leur relation au monde? Donc c'est en ça que c'est une grande maîtresse de la science-fiction, Ursula Le Guin, c'est qu'elle arrive à nous faire percevoir ce que pourrait être une autre psyché que la psyché humaine, et ça c'est vraiment très très difficile. C'est vraiment une œuvre, oui, basée sur une approche quasiment ethnologique, ethnographique, anthropologique, où on va présenter... Je vous en prie. Ah oui, ça c'est toute la particularité d'Ursula Le Guin. On va dire qu'avant elle, en caricaturant, la SF était très technologique et le space opéra, c'était vraiment la conquête de l'univers par l'homme. C'est elle-même qui le disait, sachant qu'elle met des majuscules à conquête, à univers et par homme. Et elle a fait rentrer la science-fiction dans la maturité en nous donnant une nouvelle vision qui est à la fois anthropologique, ethnologique, sociologique et parfois xénologique. Et parce qu'elle-même avait fait des études d'ethnologie, et donc c'est vraiment une science-fiction qui s'oppose à une science-fiction de conquête. C'est une science-fiction qui nous amène à la découverte d'autres sociétés. Et d'ailleurs, ce qui est symptomatique, c'est qu'elle ne se contente pas de décrire aussi bien la vie quotidienne que la vie politique de ces peuples-là, mais elle nous parle systématiquement de leurs contes et légendes, hein, pour entamer le monde de Rocanon, qui est son premier Le premier, livre, oui. paru en Chronologiquement, en tout cas. Ouais, chronologiquement, qui est paru en 66. Elle commence par une légende sur Géten, donc La main gauche de la nuit. Tout le texte est entrecoupé de légendes locales qui nous permettent de saisir en quoi leur psychisme est un petit peu semblable au nôtre. Et d'un autre côté, il a d'autres aspirations, d'autres rêves et d'autres craintes. Donc elle a vraiment créé un univers-monde au même titre que, je ne sais pas, Tolkien, par exemple. Jérôme Vincent, sur cette difficulté à résumer cette écumène, parce qu'on parle quand même d'un cycle qui a commencé en 1966, qui s'est achevé en 2002, il y a 7 romans, il y a plusieurs nouvelles. Si je cite Ursula Le Guin dans l'introduction justement qui est faite dans l'introduction qu'elle fait de cette intégrale parue au livre de poche, elle dit « Toute tentative de chronologie pour les textes composant le livre de Heine ressemblerait à la toile d'une araignée sous LSD. Certaines histoires se répondent, d'autres se contredisent. Telle une touriste irresponsable, j'ai déambulé dans mon univers en oubliant ce que j'en avais dit la fois précédente, puis en m'efforçant de dissimuler les divergences par des invraisemblances ou par le silence. Si, comme certains le pensent, Dieu ne parle plus, c'est peut-être parce qu'il a regardé ce qu'il a fait et s'est découvert incapable d'y croire. » Voilà, là on a un petit aperçu aussi de l'humour d'Ursula Le Guin. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est un cycle qui se déroule, elle va y revenir pendant plusieurs décennies. Parfois, on a la tentation d'essayer de trouver une cohérence ou des choses qui traversent complètement, alors que c'est aussi une écrivaine qui a évolué, qui est revenue au fur et à mesure, le temps d'une nouvelle, le temps d'un monde, le temps d'une histoire. Et c'est vrai que c'est difficile à classifier parce qu'on a des romans très différents, on a des sociétés très différentes. Alors elle met quand même souvent, elle prend du soin, elle prend soin, de poser des bases de monde et de sociétés différentes. Ça, c'est peut-être le fil rouge. Mais sinon, on a des histoires qui sont véritablement complexes et diverses. Donc, difficile de tout résumer, hormis un cadre général sur ce cycle de 1.
Ce qui est très bien en tout cas, c'est qu'on peut l'attraper par n'importe quel bout. Alors bien sûr, l'intégrale par commodité éditoriale fait une chronologie, enfin on peut lire les livres dans l'ordre chronologique, mais on peut absolument l'ouvrir à n'importe quelle page, en tout cas à n'importe quel roman, et ne pas être totalement perdu. Catherine Dufour, ce que disait Jérôme Vincent à l'instant est assez intéressant parce que certains auteurs, eux, vont s'accrocher à un univers très cohérent qu'ils auront patiemment construit et un petit peu de façon monomaniaque, vont construire une toile d'araignée pour le coup, elle pas du tout sous LSD. Là, dans le livre de 1, dans le cycle de l'écumène, ailleurs, Ursula Le Guin dit ce manque de structure, je le comprends à présent, a permis à mes idées de changer et de se développer. Est-ce que ça, c'est un des traits particulièrement appréciables d'Ursula Le Guin? C'est ce goût pour le changement et le développement de sa pensée, quitte à revenir sur des choses qu'elle aurait pu dire ou écrire. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'Ursula Le Guin, vous pouvez commencer son œuvre par n'importe quel ouvrage. Ça, il y a aucune difficulté de compréhension. Alors que, je sais pas, Game of Thrones, il vaut quand même mieux lire les ouvrages par ordre chronologique. Et c'est certain que Le Guin a évolué dans tous les registres de pensée, même si fondamentalement, elle est restée très, très, très à gauche, tendance anarchiste, mais plus le temps a passé, plus elle est devenue taoïste, c'est-à-dire, il faut le dire, Plus une assez spiritualité, ouais, ouais, zen, ouais. oui. Et par exemple, au niveau du féminisme, elle a évolué vers un féminisme de plus en plus accentué. Dans les années 60, quand elle publiait, elle faisait comme pas mal de ses copines, elle essayait de publier sous un nom dégenré, hein. Elle signait K. Le Guin, de même que Lee Brackett, Lee, c'est un petit peu comme Claude ou Dominique, que Catherine Moore signait C.L. Moore, tout simplement parce que ça se vendait mieux ou Mm. ça s'achetait tout court. Et elle a regretté d'avoir fait ça. Et plus le temps a passé, plus elle s'est affirmée là-dedans. Il y a un livre qui tourne beaucoup, beaucoup, c'est Les Dépossédés, où elle parle effectivement beaucoup. Enfin, il y a un homme qui est d'une civilisation, on va dire, une planète qui ressemble un tout petit peu à la nôtre et où les questions de genre sont très affirmées, où en gros on estime que un homme vaut deux femmes. Et elle oppose une autre personne qui dit mais à quoi ça rime cette histoire, enfin à partir du moment où on a des machines pour faire le travail pénible qui demande du muscle, il n'y a aucune raison de faire une différence au niveau professionnel entre les hommes et les femmes, ce qui est une évolution par rapport au livre précédent. Donc heureusement que oui, en 88 ans, sa pensée a évolué, bien sûr. On peut saluer ça. En tout cas, Jérôme Vincent, c'est pas le cas de tout le monde d'évoluer, il faut le souligner. Quand on prend ce cycle de Heine, on parlait tout à l'heure avec Catherine Dufour de ce livre La main gauche de la nuit. On va en entendre tout de suite une lecture, on en parlera après. Cette lecture, elle a été faite par Bernadette Le Sache pour Une vie, une œuvre. C'était en 2000 sur France Culture. Il gelait à pierre fort. À cause du froid et de l'éclat éblouissant du soleil se réverbérant sur la neige blanche, il était très pénible de quitter notre cachot fétide, et certains en pleuraient de douleur. Nous étions serrés, les uns contre les autres, auprès du grand véhicule, nus et puants. Notre petite entité collective, cimentée par le froid de la nuit, se trouvait exposée soudain à la cruauté d'un soleil éclatant. Nous fûmes séparés, placés en file et dirigés vers un bâtiment distant de quelques centaines de mètres. Le métal de ses murs, la neige recouvrant son toit, celle qui tapissait le sol tout autour de nous, la grande chaîne de montagnes se dressant ou levant, l'immensité du ciel, tout semblait vibrer et étinceler d'un excès de lumière. Voilà cet extrait d'Une vie, une œuvre consacrée à Ursula Le Guin en l'an 2000 sur France Culture. Jérôme Vincent, ce roman, La main gauche de la nuit, reste comme l'une des œuvres majeures d'Ursula Le Guin qui s'intègre à ce cycle de l'écumène dont on parle aujourd'hui. Comment est-ce qu'on explique finalement que au milieu de ce cycle-là, ce roman surnage ou soit comme une espèce de phare au milieu des autres œuvres? Je pense que c'est un phare et pour l'œuvre d'Ursula Le Guin, mais aussi pour toute la science-fiction. D'abord parce qu'il est publié en 1969 et il va poser la question du genre, puisque
pour résumer rapidement, hein, on a un terrien de l'écumène qui vient mener des négociations sur la planète Nivos. Et là, il découvre une société où les gens ne sont ni hommes ni femmes, sauf une fois par mois. Ils ont des poussées d'hormones et ils deviennent l'un des deux. Il faut bien qu'ils se reproduisent. Et donc, il va devoir comprendre toute cette civilisation qui n'a rien à voir avec ce que lui connaît dans un monde où les rapports entre hommes et femmes sont très codifiés et bien balisés. Et c'est en ça, dans une période qui peut-être s'interrogeait pas beaucoup du côté du genre. J'avais la discussion il y a pas très longtemps avec mon camarade Ariel Kirou, qui est un grand spécialiste aussi d'Ursula Le Guin. C'est vrai qu'on a des tas d'auteurs dont les personnages peuvent changer de sexe, mais là, c'est peut-être le premier roman, si ce n'est l'un des premiers romans, où justement la question n'est pas de savoir si on est homme et femme, puisqu'il y a une société où on est asexué. Voilà, fin de l'histoire. Et ça permet de changer de point de vue de manière radicale. Alors voilà, j'ai pas complètement la genèse de La main gauche de la nuit. On est en 1969, on n'est pas très loin après le début de sa carrière. Hein. Évidemment, on retrouve une partie des thématiques qui agitent la société des années 60, mais il est véritablement atypique, et il le reste atypique. Il y a assez peu d'œuvres qui peuvent s'en revendiquer, je trouve, encore aujourd'hui. Catherine Dufour, sur cette main gauche de la nuit que vous connaissez bien, puisque vous avez préfacé une édition parue en 2021 aux éditions Robert Laffont. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire? Parce que c'est un livre qui est compliqué à résumer aussi. Peut-être que ça sert à rien de trop le résumer non plus, mais comment voilà, on peut le caractériser, cet ouvrage qui reste comme un ouvrage phare et qui est paru voilà, en 69, en plein boom contre-culturel aux États-Unis. Alors, c'est quand même assez facile à résumer, hein. C'est un jeune homme qui est perdu sur une planète lointaine. Tous les livres de Ursula Le Guin, c'est toujours une personne qui se retrouve Étrangère, en voilà, terre inconnue. étranger, en terre inconnue. Il va bien falloir qu'elle survive et qu'elle traverse bien des épreuves pour finir moins bête. Et La main gauche de la nuit, c'est vraiment, je crois, la grande nouveauté, c'est qu'elle a beaucoup insisté sur le genre et aussi sur la couleur de peau. Donc, le genre, c'est tout simplement que, comme vous l'avez dit, euh, les personnages sont dégenrés, sauf quelques jours par mois. Et en fait, là, elle nous fait un peu comme les lettres persanes. Elle nous donne à voir en creux à quel point nous, on est plombés par le genre. Et ce qui est aussi un peu horrible là-dedans, c'est elle montre aussi en creux la mentalité vis-à-vis des femmes aux États-Unis dans les années 70. C'est épouvantable, hein. Toute femme enceinte est dite clouée par une grossesse, elle peut plus rien faire, elle peut plus réfléchir, elle peut plus bouger. Et puis tout le héros, il voit passer des gens qui sont dégenrés et il dit oui, mais alors lui, il est un peu sournois et futile. Moi, il me paraît très féminin. Et puis lui, il a des grosses fesses molles, on dirait vraiment une femme. Et donc, il ressort toute la difficulté d'être une femme aux États-Unis dans les années 70. Ça n'avait pas l'air drôle du tout et on comprend qu'elle se soit battue. Et l'autre chose, c'est la couleur. Et alors ça, c'est ce que Le Guin a appelé son complot contre ses lecteurs blancs. C'est que y a un héros qui s'appelle Genli Ai et qu'on voit évoluer pendant 300 pages. Et ce n'est qu'à la 150e qu'on apprend qu'il est noir. Et elle dit, bah oui, c'était mon complot contre mes lecteurs blancs, c'est d'attendre qu'ils soient bien identifiés à mon héros, et après, paf, je leur dis qu'il est noir, et elle était très fière d'elle. Très fier d'elle. Ce roman, La main gauche de la nuit, il commence comme ça. Je vais donner à mon rapport la forme d'un récit romancé. C'est ce qu'on m'a appris lorsque j'étais petit sur ma planète natale, que la vérité est affaire d'imagination. Jérôme Vincent, ça c'est quelque chose de constant aussi dans les travaux et les écrits d'Ursula Le Guin. C'est cette porosité entre vérité et mensonge, entre réalité et fiction. C'est finalement là aussi toute la richesse de son approche littéraire avant d'être science-fictionnelle. Ouais, c'est vrai que souvent elle faisait pas mal la différence avec les auteurs et autrices de littérature générale, parlant parfois enfin, de littérature réaliste, mais tout en disant que les littératures de l'imaginaire étaient aussi des littératures réalistes. Dans La main gauche de la nuit, ce qui est en plus assez chouette de ce point de vue, c'est d'abord, et vous l'avez cité, il y a des contes hein, qui viennent rythmer un petit peu, donc on a un mélange de fiction et de réalité. Et puis, il y a surtout les deux points de vue, hein, les deux personnages principaux, qui vont, entre guillemets, se répondre, essayer de se comprendre et donc avoir des visions de la réalité de l'autre un petit peu différentes. Et en ça, c'est intéressant parce que c'est pas tant qu'il y ait une vérité ou pas une vérité, mais il y a une appréhension de la vérité différente.
Catherine Dufour, ce roman-là, comment est-ce qu'il est reçu au moment de sa sortie? Est-ce que c'est aussitôt culte ou bien est-ce qu'il faut quand même un peu de temps avant qu'il s'intègre dans les bibliothèques des fans de science-fiction? Je ne sais pas s'il a été culte immédiatement, mais il a eu un succès phénoménal. Enfin, il a eu beaucoup de succès. De toute façon, elle a jamais eu trop de mal à avoir du succès. Elle a pas tellement attendu. Et je crois je sais pas s'il a eu le Locus ou le. Il a obtenu un prix en tout cas, oui, Oui, je oui, crois. oui, mais alors le problème, c'est qu'elle a eu tellement de prix. Oui, Elle a eu on 12. s'y perd. Oui, 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 elle a eu 12 fois le Locus En et tout cas, il 15 n'est pas fois passé le. inaperçu, c'est ce qu'on Non, peut se dire. non, non, il Ouais. n'est pas passé inaperçu et il a toujours plu à travers les générations. Moi, j'ai jamais entendu qui que ce soit dire que maintenant c'était un livre dépassé. C'est aussi une des grandes forces de Le Guin parce que c'est quand même une autrice de science-fiction, donc elle a résolu deux, trois détails comme comment est-ce qu'on voyage dans l'espace physiquement, avec un truc moi qui me fait beaucoup beaucoup rire. C'est que, elle sait que, voilà, des vaisseaux spatiaux peuvent pas aller, plus vite que la lumière. Donc elle dit qu'elle a des, vaisseaux nafal et nafal, ça veut dire nearly as far as light, c'est-à-dire, pas tout à fait aussi vite que la lumière. Et puis après quand même, elle va inventer un concept de voyage subluminique qu'elle va appeler le Schurten et elle va passer bien des pages à expliquer à quel point c'est inexplicable. Et comme, une fois qu'on a voyagé, il faut quand même pouvoir discuter d'un bout à l'autre de la galaxie, elle va créer un truc qu'on va retrouver chez énormément d'autres auteurs parce que c'est très commode, c'est Lancible. C'est une sorte de téléphone portable, sauf que vous pouvez parler aisément et immédiatement à l'autre bout de la galaxie. C'est probablement quantique et une fois qu'elle a, résolu ses problèmes techniques, finalement, elle ne s'en soucie plus et ça fonctionne très bien. France Culture, la science CQFD, Antoine Beauchamp. On poursuit dans cette exploration de l'écumène avec vous, Catherine Dufour et Jérôme Vincent, ce monde d'Ursula Le Guin. Catherine Dufour, Jérôme Vincent le suggérait à l'instant. C'est un monde qui finalement est assez peu... voilà, une fois qu'on a expliqué les principes techniques, on n'y revient pas trop. Est-ce que ça, à l'époque où paraît, par exemple, la main gauche de la nuit, c'était quelque chose de fréquent? Et à quoi ressemblait la SF de l'époque, la SF américaine majoritairement lue? Est-ce qu'elle faisait une grande place à l'utopie comme le fait Ursula Le Guin? Alors, c'est en ça sans doute qu'elle est un petit peu particulière. Alors les auteurs de science-fiction, ils utilisent souvent des trucs, effectivement, pour résoudre les problèmes de voyage dans le temps. Ils sont souvent pas très techniciens, hein. Évidemment, il y a de la hard science qui peut nous expliquer comment on va plier l'univers pour pouvoir faire des trous de verre dedans et passer d'un bout à l'autre, comme on franchit un carrefour. Mais hormis les auteurs qui s'intéressent au temps du voyage, on trouve une idée et puis rouler jeunesse. En ça, je pense qu'elle s'inscrit dans ce mouvement-là. C'est pas tout à fait ce qui l'intéresse, ça c'est sûr. Sur l'utopie, bon, alors, elle expliquait souvent qu'elle n'était pas très fan des auteurs qu'on dit les auteurs de l'âge d'or, les années 50 de la science-fiction américaine, parce que souvent beaucoup de testostérone, beaucoup de combats et beaucoup de sorts du monde ou des mondes en jeu. L'utopie, on en trouve quand même un petit peu. On trouve des civilisations différentes, avec des préceptes différents, peut-être pas aussi poussés qu'Ursula Le Guin, et peut-être que souvent, c'est pas tant l'idée de découvrir une civilisation que de la mettre en place, c'est de faire vivre des aventures aux personnages, comme dans peut-être Silverberg par exemple, ou Roger Zelazny. C'est sans doute un petit peu différent. Elle explique, elle prend du temps pour nous expliquer en quoi les sociétés qu'elle met en place sont différentes, comment ça marche, et puis ce que ça porte comme thématique. Il me semble, peut-être Catherine, tu auras une autre vision que moi là-dessus, mais le côté mise en place de sociétés ethnologique est très fort chez elle, c'est ce qui fait sa spécificité. Catherine Dufour sur cette utopie à la Ursula Le Guin qui vient un peu en opposition à ces utopies très, très testostéronées, comme le disait à l'instant Jérôme Vincent. Oui, effectivement, je pense pas que ce soit la première à faire des utopies. Il est évident qu'à son époque, on était quand même déjà loin de l'âge d'or ce qu'on appelle l'âge d'or de la SF, c'est-à-dire Isaac Asimov, voilà, les auteurs. Asimov, etc. Tout ça, c'était les années 50. On est quand même clairement dans la contre-culture et elle fait pleinement partie de la contre-culture. On avait donc une science-fiction qui était un tout petit peu plus, on va dire, déstructurée et exploratoire. C'est quand même l'époque de Philippe K. Dick. Et il faut savoir qu'elle est à
allée dans la même école que Philippe Cadic et au même moment que Philippe Cadic, ce qui Ils fait ont quand même... entretenu une correspondance très nourrie, elle le Voilà, portait voilà, et vraiment ça fait... très ouais. haut dans son cœur. Oui, Oui, oui. oui, et puis ça fait rêver. Mm. Et c'était l'époque aussi où les femmes commençaient à se mettre à la science-fiction. Il y avait Johanna Ross, enfin, il y avait Atwood. Alors Atwood, ouais, elle a un petit peu son... Non, elle a 10 ans de moins. Bon, la Servante écarlate, c'est quand même en 85, c'est pas dans les années 70. Mais elle fait vraiment partie de tout ce mouvement de contre-culture des années 60 qui s'opposait, on va dire, aux vieilleries des années 50, dont cette partie un petit peu testostéronée voilà, de la Testostéroné. science-fiction. Voilà. Jérôme Vincent, vous évoquiez un autre fait important, c'était cet aspect ethnologique, ethnographique qui parcourt toute l'œuvre d'Ursula Le Guin, un peu comme si elle-même, en écrivant, faisait des découvertes, partait à la découverte de ces mondes qu'elle décrit et qu'elle explore aux côtés de ses héros, de ses héroïnes, de ses héroïnes. Ça, elle le tient de sa famille. Elle est fille d'un anthropologue, Albert Kroeber, fille de Theodora Kroeber aussi, elle-même anthropologue. Et comment est-ce que finalement ça percole dans toute son œuvre, Jérôme Vincent, cet aspect anthropologique? Est-ce qu'on peut dire que finalement aussi cet aspect très engagé à gauche, elle l'hérite de ses parents qui étaient peut-être des proto-gauchistes, je ne sais pas comment le dire. Oui, bah, c'est sûr qu'évidemment, alors, il faut se garder de tout lien de facilité, hein. C'est ce que dit mon camarade David Meulemans, qui est notre grand spécialiste sur la Le Guin. Mais c'est vrai qu'elle a des parents qui sont ethnologues tous les deux. Elle fait des études d'ethnologie. Elle se retrouve notamment en France et elle est très intéressée par tout ce qui est révolution. Elle va faire des nouvelles formidables là-dessus. Oui, c'est quelque chose qui percole un petit peu dans toute son œuvre avec... alors quand même un certain nombre de choses à noter. On a vraiment l'impression qu'elle prend plaisir à mettre en place, mais qu'elle suit aussi, quand on réfléchit un petit peu aux évolutions, à la pensée politique, elle suit aussi ces lignes de pensée. On parlait du taoïsme ou du bouddhisme peut-être à la fin de sa vie parfois, qu'on va retrouver par exemple dans le Didaka. Voilà, ça percole, mais il ne faudrait pas non plus la limiter qu'à ça, parce que c'est aussi des combats politiques. Il y a un milieu, on l'a dit, la Californie, de ces années-là. C'est aussi quelqu'un de son temps. Est-ce qu'elle est en avance, pas en avance? Sur certains sujets, oui. Parfois, d'autres, non. Par exemple, il y a des discussions sur son féminisme qui est un féminisme qui prend un petit peu la suite, hein, qui est pas avant-gardiste complètement. Donc voilà, tout ça infuse chez elle. Il y a aussi un truc qui infuse, c'est que sa mère a une carrière littéraire aussi. Et ce qu'on sait, c'est qu'Ursula Le Guin écrit dès son adolescence. Elle va soumettre des nouvelles à des magazines dès ses 11 ans. Elle sera publiée un petit peu sur le tard ensuite, mais l'écriture a toujours fait partie de sa vie et de son milieu social. Catherine Dufour, sur cet héritage littéraire de la famille d'Ursula Le Guin, sur cet aspect anthropologique, ethnographique, est-ce que vous avez des choses à ajouter à ce que vient de dire Jérôme, ou bien est-ce qu'on passe à la suite? Oui, je pense que ses parents ont dû lui enseigner surtout le goût d'aller voir ailleurs, de se dépayser un peu pour voir que le monde entier ne ressemble pas aux États-Unis. Et c'est vrai que, bon, elle est allée en France, c'est là qu'elle a rencontré son mari. Et c'est vrai que souvent dans ses livres, hein, dans Les Dépossédés, dans tous ses livres, elle oppose en général une société qui a une tendance au capitalisme, à l'exploitation brutale de l'homme par l'homme, et en face, elle met une société qui a une tendance au communisme. Là, c'est plutôt l'homme qui tabasse l'homme pour qu'il travaille dans la mine. Et on sent qu'elle est satisfaite ni de l'un ni de l'autre et qu'elle cherche un peu désespérément une solution. Ça, en tout cas, au niveau politique, c'est très clair. Et sur l'aspect féministe, Jérôme Vincent suggérait que ça lui avait été pas mal reproché, par exemple dans La main gauche de la nuit, le fait que les gens n'aient pas de genre, mais on les appelle ils. Ça, voilà, elle est revenue longuement là-dessus dans des articles a posteriori, et elle-même, elle disait, mais j'étais pas une féministe ultra militante, j'étais moi-même mère, donc déjà j'étais un peu exclue de cette mouvance très, très radicale au tournant des années 70. Oui, alors c'est-à-dire c'était quand même une époque où il y avait des pans du film. Alors on la traitait, les féministes disaient que c'était une féministe timide et ça les agaçait. Alors il faut savoir que c'est à l'époque, dans les années 60, il y a quand même un féministe qui était radical. Je vous rappelle que c'est l'époque de Solanas, hein, le Scum Manifesto, vous l'avez lu, hein. Non, Voilà, ça je manque à ma cite, hein, culture. l'homme est un avorton, une fausse couche congénitale, une femme ratée, il y en a 90 pages comme ça. Donc par rapport à cette littérature-là, c'est sûr qu'elle était un petit peu timide, Ursula Le Guin. Mais bon, c'était une époque.
Alors c'était une époque et je vous propose justement pour entendre la Ursula Le Guin de cette époque, de l'écouter en 1975. Elle était l'invitée de la World Science Fiction Convention en Australie et on entend voilà, ce qu'elle dit sur son rapport à la science-fiction de son temps. La science-fiction est enseignée par des instituteurs et des professeurs dans les écoles et les universités. La science-fiction est sérieusement discutée par des futurologues équipés d'ordinateurs et par des critiques littéraires titulaires d'un doctorat. La science-fiction est écrite par des personnes qui ne distinguent pas la distorsion 5 d'une sphère de Dyson. Elle est lue par des gens qui ne lisent pas de science-fiction. Je suis ici pour proclamer à l'Assemblée des fidèles que les murs sont tombés. Les murs sont tombés et nous sommes libres. Et vous savez que le monde est grand et froid. Je ne peux pas blâmer ceux qui, de ma génération ou plus âgés, ne veulent pas voir les murs tomber et qui s'enferment dans leur ghetto comme s'il s'agissait d'une chose précieuse, faisant de la science-fiction une religion qui pourrait être profanée par les non-initiés. Ils ont été contraints à cette attitude par l'attitude de la société respectable, intellectuelle et littéraire, à l'égard de leur intérêt particulier. Et il était tout à fait naturel pour eux, comme pour tout groupe persécuté, de faire de leur nécessité une vertu. Je ne les blâme pas, mais je ne peux pas non plus être d'accord avec eux. S'accrocher à une posture d'évasion et de défense une fois que la persécution et le mépris ont cessé, ce n'est pas être un rebelle, c'est être un infirme. Et ce que j'aimerais voir, c'est une science-fiction qui continue de se rebeller. J'aimerais voir la science-fiction échapper non pas à ceux qui la méprisent, mais à ceux qui veulent qu'elle soit exactement ce qu'elle était il y a 30 ans. Je veux voir la science-fiction franchir les vieux murs et se heurter au mur suivant et commencer à le briser. Ursula Le Guin, pas militante, mais rebelle quand même, Catherine Dufour. Là, on l'entend, elle dit, voilà, elle milite à la fois par la littérature, par la science-fiction, alors politiquement parce qu'elle y saupoudre dans ses livres, mais on sent vraiment que pour elle, son combat, c'est la science-fiction, que la science-fiction est là pour faire tomber des murs et pour sortir de son ghetto, justement, de son petit précaré où on joue avec nos petits pistolets laser à la chasse des petits hommes verts, quoi. Oui, alors là, il faut que je vous renvoie à l'essai de Katie Stewart, Repérer la science-fiction, où Katie Stewart explique en long, en large et en travers ce que Ursula Le Guin vient de dire de façon très sobre. C'est que Le Guin dit très clairement, dans la science-fiction, il y a quand même un petit club, c'est pas tous les amateurs bien sûr, mais un petit club qui est parfois un petit peu puéril et carrément rétrograde. Maintenant, je crois vraiment pas que ce soit l'apanage de la science-fiction. Heureusement, les choses ont changé. Jérôme Vincent, une réaction à cette archive de 75 ? Qui, moi, me frappe, c'est que du coup, elle a un regard sur la science-fiction, sur le genre de la science-fiction par rapport à la littérature générale et sur la situation de la science-fiction par rapport à la littérature générale. Et ce qui me frappe, c'est que en 2014, quand elle reçoit le National Book Award, elle en parle encore. Donc ça veut dire qu'elle est très attentive à ce milieu. Elle va beaucoup râler sur le carcan qui est parfois imposé aux romans et aux auteurs de SF de son époque et de son temps. Elle sera très militante là-dessus et je trouve ça assez remarquable dès ces années-là. Restez avec nous parce qu'on va poursuivre dans un instant ce tour d'horizon du cycle de l'écumène, mais aussi de l'œuvre et de l'art poétique et littéraire d'Ursula Le Guin. Ce sera juste après ça.
Cosmic Blues par Janis Joplin dans la science CQFD sur France Culture. Ça vous a plu, Catherine Dufour, je crois. Oui. Ouais. Ça nous a ramené un petit peu à cette Toute une époque époque. de Berkeley, années 60-70. C'était parfait. Nous parlons donc aujourd'hui avec vous, Catherine Dufour et Jérôme Vincent, du cycle culte d'Ursula Le Guin, le cycle de Heine, le cycle de l'Écumène, paru dans sa version intégrale en 2 tomes dans la collection Le Livre de Poche. On parle aussi évidemment, on va en parler de l'influence de cette grande autrice sur la littérature de science-fiction et de son approche de cette littérature. L'une des grandes plus-values, à mon sens, dans cette intégrale qui vient de paraître dans la collection Le Livre de Poche, ce sont ces introductions écrites par Ursula Le Guin, qui étaient inédites jusqu'à présent. Et j'aimerais à présent vous soumettre la lecture d'un texte, c'est l'introduction à La main gauche de la nuit, où Ursula Le Guin dit « La science-fiction n'est pas prédictive, elle est descriptive. Les prédictions sont faites par des prophètes, gratuitement, par des voyants qui demandent généralement des honoraires et s'avèrent donc plus célébrés à leur époque que les prophètes, et par des futurologues salariés. La prédiction est donc l'affaire des prophètes, des voyants et des futurologues, pas celle des romanciers. Le métier d'un romancier, c'est le mensonge. Le service météorologique vous dira quel temps il fera mardi prochain et la Rand Corporation à quoi va ressembler le 21e siècle. Je ne vous recommande pas de vous tourner vers les auteurs de fiction pour obtenir de telles informations, ce n'est pas leur problème. Tout ce qu'ils essaient de faire, c'est de vous décrire ce qu'ils sont, ce que vous êtes. Ouvrez les yeux, écoutez, écoutez, voilà ce que disent les romanciers. Catherine Dufour, 10 sur 10 à 10 sur Ursula 10. Le Guin. Vous partagez cette expertise-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous appliquez à vous en tant qu'autrice ? Oui, tout à fait. La science-fiction n'a rien de prédictif, hein. On a des futurologues, maintenant on appelle des prospectivistes, qui travaillent sur les signaux faibles, qui les prolongent à 20-25 ans, qui font des spéculations et qui effectivement sont payés pour ça. La science-fiction, elle décrit le futur tel que nous le voyons aujourd'hui, tel que nous l'avons dans notre cerveau aujourd'hui. Et elle en dit beaucoup sur nous aujourd'hui, elle dit rien du tout sur les lendemains qui chantent ou qui chantent pas. Je suis complètement d'accord avec ce qu'elle dit. Par ailleurs, quand même, on peut lui attribuer, Jérôme Vincent, à Ursula Le Guin, un certain flair sur les sujets qui montent, parce que parler de genre en 1969, alors certes aux États-Unis, certes en pleine période contre-culturelle, voilà, présenter ces personnages-là asexués ou bisexués, c'est pas quelque chose qui était si commun, si courant. On ne s'attendait pas forcément à ce que ces questions soient aussi brûlantes aujourd'hui. Pas prédictives, mais quand même. C'est ce qu'on appelle le génie, c'est avoir 20 ans d'avance. Voilà, Jérôme Vincent, Ursula Le Guin. Oui, c'est ça. En fait, oui, elle a eu du flair, mais je ne pense pas qu'elle se soit dit tiens, j'ai un coup d'avance sur les débats de demain. Je pense qu'elle a pris un sujet qui l'intéressait, elle a inventé une histoire à partir de thématiques qui lui parlaient, et puis coup de bol ou pas coup de bol, aujourd'hui, ce sont des sujets qui font notre actualité. Donc on a on a la tentation, nous, de dire ah, elle a vu le futur. En fait, je ne crois pas du tout qu'elle a un coup d'avance ou du génie. Ça, c'est sûr, hein, c'est comme le dit Catherine. Mais les auteurs de science-fiction, ils parlent souvent de thématiques du présent ou éventuellement du passé pour les remettre à la sauce du futur, pour mieux en parler et grossir le trait. Mais ils n'imaginent pas le futur, quoi. Quand ça tombe juste, tant mieux, tout le monde est content. Mais en général, ils vous disent, moi j'en connais 2-3 qui ont chopé comme ça quelques idées et me disent coup de bol. Voilà, coup de bol. Coup de bol. Catherine Dufour, il y a quelque chose que vous disiez au tout début de l'émission qui m'a interpellé, c'est que vous étiez venu à la littérature d'Ursula Le Guin et à son œuvre de science-fiction un peu sur le tard parce qu'elle avait une dimension complexe, intellectuelle, et que vous étiez peut-être passé un petit peu à côté de ça quand vous l'aviez lu plus jeune. Est-ce que vous pourriez du coup nous décrire ce qu'a cette littérature-là de science-fiction de complexe ? Comment est-ce qu'on peut décrire la spécificité d'Ursula Le Guin dans ce panorama très bigarré des œuvres de science-fiction? C'est qu'elle attaque un petit peu sur tous les fronts. Elle va vous décrire effectivement des situations politiques au sein d'un pays, et puis après au sein d'une planète, et puis après entre les différentes planètes. Et puis elle va vous décrire la totalité de la civilisation et ses origines, aussi bien matérielles que psychiques. Et après elle va mettre en scène des gens qui évoluent là-dedans. Et elle va vous décrire les plus menus rouages de leur psyché pour nous faire sentir
en quoi ces rouages fonctionnent comme les nôtres, et en quoi ils ne fonctionnent pas comme les nôtres, et pourquoi. Et quelquefois même, on l'entend réfléchir et philosopher, Ursula Le Guin, à travers ses personnages. Donc c'est une littérature extrêmement multifacette. Mais je tiens à insister sur le fait que d'abord, elle est accessible un peu à tout âge. D'ailleurs, elle a pas mal écrit pour les enfants. Et ensuite que c'est un très grand écrivain, au-delà de tout le message qu'elle transmet et des constructions mentales d'un univers monde. Euh, Quand ces héros, dans, je crois que c'est non, c'est oui, la main gauche de la nuit, oui, traversent une calotte glaciaire, parce que voilà, c'est comme ça, ils sont bien embêtés, ils ont un traîneau, il faut qu'ils traversent de la glace pendant des mois et des mois. On en sort avec des engelures. Elle décrit ça très bien. C'est d'abord et avant tout un grand écrivain. C'est une Ursula grande Le Guin. Ouais. styliste Voilà. de la langue. Il y a un art poétique aussi dans ces textes-là qui se dessinent, dans ces textes inédits. Jérôme Vincent, comment vous caractériseriez l'aspect littéraire de l'écriture de Le Guin? C'est quelque chose que je disais au début de l'émission, c'est quand même très très beau, très bien écrit. Alors nous, on a des versions traduites, donc nécessairement, on est un peu à distance de cet aspect très littéraire, mais comment est-ce que vous le caractériseriez? Il y a une forme de douceur et de poésie, je trouve, ce qui fait que même quand elle prend le temps de nous expliquer les choses, eh ben, c'est toujours très agréable à lire, hein. C'est pas pour rien qu'elle a été comparée à quelques écrivaines géniales comme Yourcenar. Hier soir, je relisais Pêcheurs de la mer intérieure, qui est une courte nouvelle qui met en place l'effet Schurten, donc ce qui nous permet de voyager dans la galaxie de manière instantanée. Et tout le début de la nouvelle, c'est d'abord un conte de la mère du personnage, puis il nous raconte un petit peu l'histoire et peut-être les conséquences de sa découverte avant sa découverte, et c'est d'une très haute tenue littéraire, quoi. Ça coule, c'est très agréable, c'est vraiment un plaisir de lecture, quoi. On bute pas, on n'accroche pas. Ouais, Ursula Le Guin aurait pu avoir le prix Nobel, c'est ce qu'on dit souvent. Elle n'a pas eu le prix Nobel, mais elle a eu le National Book Award aux États-Unis en 2014. Je vous propose d'écouter un extrait du discours qu'elle avait prononcé à l'époque. Donc c'était 4 ans avant sa mort. Elle avait 84 ans et elle avait encore pas mal d'énergie. Right now, Je pense que nous avons besoin d'écrivains qui connaissent la différence entre la production d'un marché d'articles et la pratique d'un art. Le développement d'un matériau écrit pour convenir à des stratégies de vente destinées à augmenter des profits d'entreprise et des revenus publicitaires, ce n'est pas précisément la même chose que l'édition responsable d'un livre ou son écriture. Merci à ceux qui applaudissent courageusement. Et pourtant, je vois les départements des ventes prendre le contrôle sur la partie éditoriale. Je vois mes propres éditeurs embarqués dans une panique idiote d'ignorance et de cupidité, faire payer un livre numérique à des bibliothèques publiques 6 ou 7 fois plus qu'à un client lambda. Nous venons de voir un affairiste essayer de punir un éditeur pour désobéissance et des écrivains menacés par des fatwas corporatistes. Et je vois beaucoup d'entre nous, les producteurs, qui écrivent les livres, fabriquent les livres, accepter cela, laissant les marchands nous vendre comme du déodorant et nous dire ce qu'il faut publier ou écrire. Il ne s'agit pas que de marchandises. La motivation du profit est souvent en conflit avec les objectifs de l'art. Nous vivons dans le capitalisme, ses pouvoirs semblent incontournables, mais c'était pareil pour le droit divin des rois. Voilà, Ursula Le Guin, à 84 ans, prête à décapiter le capitalisme tranquillement. Catherine Dufour, comment ça vous fait réagir, cette archive de 2014 doublée par Anne de Biran? Il faut rappeler que voilà, là, elle est face à un parterre d'huile de toutes les grosses industries comme Amazon, etc. Et du haut comme trois pommes, elle leur dit, bon ben voilà, vous allez pas gagner, quoi, en gros.
Oui, alors c'est vrai que les États-Unis n'ont pas forcément le même rapport au livre et à la littérature que nous. Pour eux, c'est vraiment un produit de grande consommation. Ils ont des techniques pour écrire des livres qui se vendent bien et ça fait une littérature un peu extrudée, c'est-à-dire qu'il y a quand même un niveau constant, mais ça se ressemble, beaucoup. Alors que nous, on a plutôt un abord, tremblant, et révérencieux de la littérature qui a aussi, il faut bien le dire, ses défauts. Mais on respecte peut-être plus l'expression d'une personnalité unique, artistique, qu'aux États-Unis. Mais là, je crois qu'elle parlait spécifiquement de tous ces problèmes qui sont pas tellement des problèmes d'éditeurs d'ailleurs, qui sont tout simplement la confiscation par des gens comme au hasard Google de toutes les richesses littéraires mondiales, sans demander l'avis à strictement personne. Ils ont tout numérisé et ils ont tout mis dans leur poche alors qu'ils n'ont pas le droit, mais ils prennent le gauche. Alors, il y a eu des réactions quand même dans les années 2000, je crois, de quelques, je sais pas, il y a La Martinière qui avait lancé un procès avec quelques autres éditeurs. Et puis bon, les avocats de Google ont déferlé et tout ça a été enterré. Je sais qu'il y a Darnton, hein, qui était le directeur des bibliothèques de Harvard, qui a décidé de créer la librairie mondiale d'accès libre et gratuite pour justement contrecarrer Google, mais c'est pareil, ou bien que ce soit Harvard, il avait quand même pas la même puissance de frappe. Donc là, elle parle de problèmes d'appropriation de la richesse intellectuelle mondiale qui va bien au-delà, à mon avis, de la science-fiction et du fait que les éditeurs ont envie de gagner des sous. Moi, ce que je retiens aussi, Jérôme Vincent, dans ce discours très ferme d'Ursula Le Guin, c'est encore cette conscience politique aussi affûtée, le fait qu'elle parle du capitalisme, qu'elle le nomme directement. Ça, on sent qu'il y a un combat de fond qui a irrigué aussi toute sa littérature, toute sa pratique littéraire. Oui, c'est sûr, c'est ce que disait Catherine en introduction, hein. On peut pas ne pas dire qu'effectivement elle n'était pas de gauche, avec parfois une tendance à l'anarchisme et des idées bien placées là-dessus. C'est assez remarquable parce qu'elle a 84 ans, c'est assez remarquable parce qu'elle est très offensive vis-à-vis de tout ça, avec peut-être ce petit bémol aussi, c'est le discours de quelqu'un qui a réussi, hein, donc bien sûr. qui peut aussi se permettre de placer son art devant l'industrie, c'est forcément plus simple. Mais effectivement, il y a une cohérence dans ces idées. Elles ont évolué, ces idées politiques, mais il y a une cohérence d'un bout à l'autre de sa vie là-dessus, quoi. Ça a été le fil rouge finalement de son œuvre, Catherine Dufour, une œuvre qui est protéiforme. On ne l'a pas trop détaillé, cet aspect protéiforme entre science-fiction, fantasy, livre de jeunesse, poésie même. Voilà. Est-ce que là, on trouve justement une trame de fond politique avec des thématiques qui restent dans toutes ses œuvres, ou bien est-ce qu'elle s'autorise quand même des escapades où elle va souffler un peu et plus peut-être s'amuser d'un point de vue littéraire? Alors déjà, elle s'amuse systématiquement. Heureusement, c'est un auteur qui a aussi beaucoup d'humour. Ah, c'est un humour assez fin, mais moi, elle me fait toujours beaucoup rire. Et en fait, non, je crois qu'elle a jamais fait tellement d'escapades d'elle-même. Je pense pas du tout qu'elle considérait son œuvre comme un pince-homme. Mais quoi que ce soit qu'on lise de Le Guin, c'est toujours du Le Guin. Et jusqu'à la fin, c'était une graphomane. Jusqu'à la fin de sa vie, elle tenait un blog, elle répondait à sa commu. Enfin, Hmm. elle s'est approprié tous les nouveaux outils, des nouvelles technologies de l'information et de la communication. À peu près jusqu'au bout, je crois, jusqu'à ses 87 ans, elle n'a pas cessé. Oui, Jérôme Vincent, dans l'intégrale du livre de Heine, dans dans un autre de ses textes inédits, Ursula Le Guin dit que finalement sa grande obsession, c'est la beauté. Rien de plus. Et c'est un texte, alors je retrouve plus le titre exact parce que je l'ai perdu dans ma fiche, mais c'était un texte en gros qui disait pourquoi il ne faut pas lire de la science-fiction, pourquoi on ne lit pas de science-fiction. Et c'est un texte faussement, justement, c'est un texte très très comique parce que c'est justement, elle va chercher les raisons pour lesquelles les gens n'y vont pas et se sentent exclus de ce genre. Et la conclusion de ce texte assez surprenant, c'est de dire, moi, la science-fiction, j'en ai fait toute ma vie, mais pour une seule raison, c'est la beauté. Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut lui attribuer comme caractéristique propre? Bah, c'est vrai que c'est beau. Non, mais c'est vrai que c'est beau dans le style, c'est beau dans les descriptions, c'est beau dans ce qu'elle met en place, c'est beau aussi dans l'humanité qui se dégage des sociétés qu'elle explore, hein, que ce soit dans Les Dépossédés, avec cette espèce de fausse utopie anarchiste, enfin cette utopie anarchiste, mais qui se remet en cause d'elle-même, que ce soit dans La main gauche de la nuit. Voilà, il y a de la beauté, il y a de la douceur, il y a un regard parfois bienveillant.
Oui, il y a de la beauté. Sur la question, je fais une petite aparté sur est-ce qu'elle a des textes où elle s'amuse. Oui, il y a de l'humour, et moi je me souviens de nouvelles assez remarquables. Il y a une nouvelle notamment où elle met en place des petits hommes qui essayent de se sortir d'une véranda couverte de neige et qui se débrouillent. Il y a aussi beaucoup d'humour chez Ursula Le Guin. Donc voilà, on peut s'amuser et on peut rire. Et il y a aussi beaucoup de poésie. On l'écoute lire une de ses poésies. Je vais essayer de la traduire en même temps. Please bring strange things. Please come bringing new things. S'il te plaît, ramène des choses étranges. S'il te plaît, ramène des choses nouvelles. Laisse de très vieilles choses venir entre tes mains. Laisse ce que tu ne connais pas toucher tes yeux. Laisse le sable du désert endurcir tes pieds. Laisse ta voûte plantaire se transformer en montagne. Laisse les chemins du bout de tes doigts devenir tes cartes et les chemins que tu empruntes devenir les lignes de tes paumes. Qu'il y ait de la neige profonde dans ton aspiration et que ton souffle soit l'éclat de la glace. Que ta bouche contienne les formes de mots étranges. Que tu sentes l'odeur d'une cuisine que tu n'as pas mangée. Que la source d'un fleuve étranger soit ton nombril. Que ton âme soit chez elle là où il n'y a pas de maison. Marche prudemment, bien-aimé. Marche attentivement, bien-aimé. Marche sans crainte, bien-aimé. Reviens avec nous, reviens vers nous. Sois toujours de retour à la maison. Catherine Dufour, ça c'est un des aspects peut-être les moins connus d'Ursula Le Guin, c'est la poésie qu'elle a écrite. Elle nous manque un peu en traduction française, alors ça a été publié en partie aux Forges de Vulcain, mais on aimerait aussi découvrir cet aspect-là. Oui, alors ça aussi, c'est très américain. Nous, la poésie, je ne sais pas pourquoi on a laissé tomber depuis Prévert dans les années 50. Quand même. Voilà, ça se vend plus par container entier. Oui. Alors qu'aux États-Unis, ça se vend par container entier. Il y a des gens qui font le pied grue pour aller écouter des écrivains lire leurs poèmes. Ça se fait assez peu chez nous. Et Le Guin fait vraiment... C'est Bukowski qui, lui, faisait des tournées où il lisait que des poèmes, et ses poèmes sont magnifiques. Et Le Guin, voilà, c'est une grande poétesse. C'est pour ça que ses livres ne mourront pas. C'est tout simplement parce que là, cette maîtrise exquise de la langue qui fait les grands poètes. Et être poète, c'est pas facile. Comment dire, ça supporte pas la médiocrité. C'est vrai, c'est le format court qui est redoutable. Jérôme Vincent, pour conclure, il nous reste à peine une petite minute voilà, sur cet aspect de la poésie d'Ursula Le Guin. La poésie, elle est merveilleuse. Alors, il y a 6 recueils de poèmes. Elle a écrit 6 recueils de poèmes. Tous ne sont pas traduits. Il faut signaler quand même là-dessus mon confrère David Meulmans aux Forges de Vulcain, qui est un leguiniste convaincu qui la passionne et qui vient de sortir en avril un bouquin qui s'appelle Dernier poème. Et c'est vraiment très chouette parce que j'imagine qu'il ne va pas en vendre des caisses. Mais je trouve ça bien aussi de pouvoir les avoir. Il reste plus beaucoup d'inédits d'Ursula Le Guin, et pourtant je pense qu'on ne cessera de la découvrir et de la redécouvrir. Et je trouve qu'il faut encore plus de textes d'analyse de son œuvre, parce que c'est tellement riche, et de son œuvre et de ses essais, parce que on a un continent à explorer. Et on mettra évidemment toutes les références de la poésie et du livre de 1 sur la page de la Science CQFD. Merci beaucoup Catherine Dufour et Jérôme Vincent d'être venus nous faire ce tour d'horizon de l'écumène. À présent, il est l'heure comme chaque jour de retrouver Alexandra Delbo pour sa chronique Avec Science. Il est question aujourd'hui du fléau du fentanyl aux États-Unis.